Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir à mon micro un invité d'exception. Cet invité, c'est Jérémy Biget. Et si je devais vous le présenter en un mot, je dirais que c'est un aventurier, un vrai. Après avoir fait des études d'ingénieur à Grenoble, Jérémy a rapidement compris qu'il ne voulait pas se consacrer à une carrière d'ingénieur. C'est pourquoi aujourd'hui, Jérémy est saisonnier et enseigne le ski alpin en Savoie. Le reste de l'année, il continue à côtoyer la montagne à travers des parcours de marche impressionnants. Sa dernière marche consistait à traverser les monts du Kyrgyzstan et du Tadjikistan à pied pendant 90 jours et 2000 km avec seulement 5 kilos sur le dos. Pour ce faire, Jérémy s'est basé sur les cartes de l'URSS pour explorer les sentiers qui ne sont pas du tout visités aujourd'hui. Dans cet épisode, nous parlons de cette aventure en Asie centrale et des marches de Jérémy au Népal, dans les Pyrénées et les Balkans. Ce qui m'a beaucoup marqué dans les partages de Jérémy, c'est à quel point la marche lui a inculqué une vision de vie, une gestion émotionnelle et mentale impressionnante, pleine de lucidité et de résilience. Ce qui m'a beaucoup ému aussi, c'est le film que Jérémy a réalisé pendant son périple en Asie centrale et l'émotion qu'il a réussi à transmettre en montrant mon pays d'origine, le Kyrgyzstan. Nous y parlerons également dans cet épisode. Je vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Encore merci beaucoup Jérémy. Ouais, bah pas de souci, ouais, franchement avec plaisir. Du coup, ce que je te propose, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet et que tu te présentes, s'il te plaît, ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui, où tu es aujourd'hui, parce que c'est assez intéressant, Ouais. ce que tu fais en ce moment aussi. Alors bah je m'appelle Jérémy Biget, j'ai un parcours qui n'est pas en ligne droite, j'ai un petit peu zigzagué. J'ai commencé par des études scientifiques et une école d'ingénieur à Grenoble. Et en parallèle de ces études, j'ai fait une année de césure au Népal et j'ai découvert la marche longue distance. C'est là que ça a un peu tout bouleversé parce que je suis resté 6 mois au Népal. Et ben en rentrant, je me suis dit que j'avais pas forcément envie de rester dans un bureau. J'avais envie de voir le monde, de prendre l'air et puis surtout d'être le maître de mes journées et de mon temps. Et ça c'est pas le métier d'ingénieur, il permet pas ça. Et il se trouve que j'avais une ressource dans mon sac à dos qui était mon diplôme d'état de ski alpin, puisqu'en fait, au préalable de mes études d'ingénieur, j'ai fait un lycée en sport-études à Moutier, où j'ai passé en parallèle de mon cursus de première et de terminale mon diplôme de ski alpin. Donc il se trouve que quand j'ai été diplômé en école d'ingénieur, j'ai aussi au même moment été diplômé en ski alpin, et donc j'avais vraiment la chance d'avoir le choix entre ces deux diplômes. L'un qui est plutôt saisonnier, l'autre qui est plutôt sous forme de contrat classique CDD, CDI. Et bah, j'ai opté pour le grand dehors et par la suite, d'ailleurs, je suis au Menuire aujourd'hui, là où j'enseigne pendant l'hiver, pendant 5 mois. Donc les Menuires, une station de Savoie, des Trois-Vallées. Et puis en parallèle, je me suis lancé dans la formation de guide d'accompagnateur en montagne, ce qui me permet d'avoir une activité pendant l'hiver, une activité pendant l'été, de jouer entre ces deux activités pour me dégager du temps pour aller marcher. J'ai l'impression que tu t'es rendu compte assez rapidement que voilà, la carrière d'ingénieur ne t'intéressait pas, ne correspondait pas à tes besoins, à tes envies. Comment ça se fait que tu t'es lancé dans ces études d'ingénieur? Qu'est-ce qui t'a poussé à étudier ce domaine-là? Et comment cette réflexion s'est faite pendant tes études que finalement, voilà, c'est pas ce qui te correspond et c'est pas ce dont tu as vraiment envie? Et bah, tout simplement, je suis parti dans ces études d'ingénieur parce que j'étais bon en physique, en maths, et c'était l'itinéraire logique. Quand au lycée, on est bon en sciences, on se dirige soit dans des études de médecine, soit vers une classe prépa. Et ça ferme pas de porte, en fait, de se lancer dans une classe prépa. Donc moi, je savais pas trop ce que je voulais faire après, mais je me disais que bah, j'aimais bien les maths, donc la classe prépa, ça allait me convenir. Et puis comme ça me ferme pas de porte, pour repousser un peu le choix et c'est pas parce que je me lançais dans cette direction-là que je pouvais pas encore voguer vers d'autres horizons. Sauf qu'au fur et à mesure, bah, il y a la classe prépa, après il y a l'école d'ingé et on te demande de plus en plus de te spécialiser. Alors dans la même optique, j'ai choisi une école d'ingé hyper généraliste à Grenoble, de telle façon que en fait je pouvais repousser ce choix de qu'est-ce que j'allais faire de ma vie au dernier moment. Et sauf que le dernier moment il arrive. Je suis avec des gens en cours aussi qui savent bah, ce qu'ils vont faire.
qui ont des idées précises de là où ils veulent travailler. Et moi, c'était pas vraiment mon cas. Et ce qui est venu un peu chambouler tout ça, c'est cette année de césure au Népal en 2018, où bah, déjà, je suis parti marcher pendant 3 mois. Et bah, pendant la marche, tu as le temps de réfléchir, tu as le temps de penser, tu as le temps de te projeter et d'essayer différentes projections, voir si tu te vois bien dans ce métier, si tu te vois bien, tu passes vraiment par tous les états d'esprit. Et en rentrant, je devais finir mon cursus ingénieur, donc je suis revenu à l'école. Et là, j'étais un peu en décalage parce que du coup, bah, j'étais avec des gens que je connaissais plus parce que il y a eu le décalage de promo. Et puis, il y a eu vraiment cette prise de conscience que j'avais la main sur ma destinée, entre guillemets, que c'était Mhm. à moi de choisir le bon chemin à l'intersection et c'était à personne d'autre de m'indiquer le chemin. Et j'ai réalisé en même temps que rien n'est tout droit dans la vie, en fait, que je peux très bien me tromper et que si je me trompe, je peux très bien revenir en arrière. Et en fait, c'est justement en me trompant que je réalise les choses qui sont faites pour moi ou pas. Et donc, ça a perdu un peu de l'importance, ce choix de savoir ce que j'allais faire. Ah ouais, ça me mettait moins la pression. Et du coup, je me suis autorisé à tester le travail saisonnier. Et en fait, au final, j'en suis pas parti parce qu'il se trouve que bah, j'y suis très bien. L'ingénierie, ça me manque pas. Alors, bien sûr, les sciences, ça peut me manquer un peu parce que j'étais passionné de sciences. Après, le métier que je fais maintenant aujourd'hui, il me permet d'être assez libre et de gérer mon temps. Et ça, je trouve que c'est hyper précieux. Et alors voilà, tant pis pour l'ingénierie pour le moment. Mais voilà, peut-être que dans quelques années, en fait, je laisse les portes ouvertes et peut-être que je changerai de voie à ce moment-là. Mais je pense que justement, la richesse d'une vie, c'est d'un peu de louvoyer, et de passer d'un choix à un autre, d'échec à une victoire, entre guillemets. Mais surtout pas prendre l'échec pour quelque chose de 100% négatif et justement s'en servir pour réagir, pour repartir de plus belle. Et souvent, on me dit, quand je présente mes films et que j'explique mon cursus, on me dit, mais du coup, tu regrettes d'avoir fait ton école d'ingénieur, t'as pas pris le bon chemin, quoi. Mais en fait, je regrette pas du tout. Parce que si j'en suis là aujourd'hui et que j'ai réalisé que la façon de travailler, elle était pour moi, que je pouvais me prendre du temps pour aller faire ce que j'aime le plus, c'est aussi parce que j'ai fait cette école d'ingénieur, que j'ai été mis face à des choses que je n'aimais pas faire, que j'ai eu la possibilité de faire une année de césure, que j'ai rencontré des personnes aussi on est la résultante un peu de toutes nos rencontres, et j'ai peut-être rencontré des gens aussi originaux ou qui justement qui n'avaient pas un destin tout tracé, et en fait ça inspire aussi. Donc non, je referai tout pareil. Si c'était à refaire, je referais mon école d'ingénieur et peut-être pour arriver au même endroit, mais je passerai par l'école d'ingénieur, ouais. Je trouve que c'est super beau et inspirant ce que tu dis parce que j'ai l'impression d'entendre vraiment une grande acceptation, tout simplement. Le fait d'accepter ce que tu vis et ton parcours, aussi bien les expériences voilà, joyeuses, victorieuses, que des Mhm. expériences qui paraissent au premier abord négatives, entre guillemets, mais j'ai l'impression que tu les embrasses, tu les acceptes et que t'en Mhm. tires toujours quelque chose de positif pour toi. Mais ça, c'est la marche, en fait, qui m'a appris Ouais. ça. Parce que, en fait, une marche longue, quand tu pars marcher 3 mois, forcément, c'est pas facile tous les jours et c'est pas, surtout le chemin, il n'est pas dégagé tous les jours. Et il y a des jours où il y a des obstacles, il y a des portes qui se ferment, je sais pas, ça peut être des intempéries, ça peut être la maladie, ça peut être des problèmes administratifs. Mm. Et ça, la première fois quand je suis parti au Népal et qu'on est parti marcher avec nos cerveaux d'ingénieurs qui essayent de tout contrôler et de prévoir à l'avance, on avait tendance à beaucoup se frustrer à la moindre difficulté. Et le truc, c'est qu'il y a eu plein de difficultés. Parce qu'on Mhm. savait, pareil, on savait pas trop dans quoi on se lançait, on n'avait pas réalisé qu'une aventure, ça voulait justement dire qu'il y aurait des difficultés qui seront imprévues. Et ça a commencé dès le début de la marche où, au moment où on voulait rejoindre le départ de notre marche, qui était à un jour de bus de Katmandou, il y a eu une grève des transports et on a mis 4 jours pour aller au début de notre marche. Et sur le moment, on l'a vécu vraiment avec beaucoup de frustration, en se disant que on allait prendre du retard sur notre timing. Et voilà, c'était plutôt quelque chose de négatif. Mais en fait, ça revient tellement souvent, ce genre d'obstacle, que voilà, la maladie, oh, il y a un copain au bain, il est tombé malade, ça nous a ralenti pendant 10 jours. Il y a eu plein de petits trucs comme ça, qu'au bout d'un moment, tu es obligé de tirer, pas de tirer le positif directement, mais en tout cas de pas voir le négatif et surtout de Mhm. trouver un moyen de réagir pour contourner la difficulté
pour se servir de la difficulté et pour ne pas se figer face à la difficulté, pour rester réactif. Et donc ça a été la première prise de conscience quand j'ai traversé le Népal. Et maintenant, quand je marche, quand je pars marcher, depuis les autres marches qui ont suivi, je me dis tout le temps qu'il va y avoir des difficultés et que j'y vais aussi pour apprendre à accepter tout ce qui survient. Et ça m'apporte plein de sérénité qui se retransmet sûrement dans ma vie de tous les jours quand je fais face à des obstacles de la vie de tous les jours, quoi. Et justement, en parlant de la marche, donc tes grandes marches, c'est celle de Népal, des Balkans et Mm. du Kyrgyzstan. Ouais, alors il y a eu première marche en 2018, donc c'était 1500 kilomètres à travers le Népal. Donc ça nous avait pris 3 mois, on était à 4. C'était la première grande marche. Et puis en 2020, il y a eu une petite marche qui s'est glissée dans mon emploi du temps, qui était la traversée des Pyrénées. Et c'était pendant un peu la période de Covid, donc voilà, j'ai fait une marche de proximité parce que c'était assez facile d'un point de vue administratif. Et je suis parti seul parce que suite au Népal, j'ai vu l'avantage d'être en groupe, hein. Il y a plein d'avantages. C'est plus facile, notamment mentalement. On est moins hors de sa zone de confort quand on est en groupe. Par contre, ça peut créer un peu de barrière avec les gens sur place. Et puis, il y a un côté très libre d'aller tout seul, où il n'y a que moi qui vais avoir une action sur le déroulement de ma journée. Et j'ai voulu tester ça du coup dans les Pyrénées. Ça s'est super bien passé. Après, j'ai essayé de faire un peu pareil, mais un peu plus loin, donc dans les Balkans, donc depuis la Croatie jusqu'à l'Albanie. Et pareil, ça s'est super bien passé. Une différence aussi, c'était que j'étais parti sans trop l'annoncer, alors que le Népal, on avait annoncé à tout le monde bah, voilà, qu'on avait cet objectif. On avait fait des recherches de sponsors, il y a des gens qui nous suivaient sur les réseaux. Et donc, ça crée une certaine pression parce qu'on se dit, voilà, on n'a pas le droit à l'erreur et puis surtout on n'a pas le droit de changer de direction si la nature du projet ou si l'itinéraire on a envie de le changer un moment Mhm. parce que c'est notre cœur qui nous dit ça et bah on peut pas le faire parce que d'un côté on a écrit quelque part qu'on allait faire ce projet, donc j'avais envie un peu de m'affranchir de tout ça, donc je l'avais pas trop annoncé, j'avais pas non plus d'objectif, je m'étais pas dit que j'arriverais à cet endroit-là, je m'étais dit que je partais marcher puis on verra ce qu'il arrivera. Et au final, ça a été un sentiment de plénitude très fort parce que j'ai marché vraiment le cœur léger de jour en jour et vraiment un total épanouissement. Et puis la résultante de ces 3 marches, j'avais envie d'aller un peu plus loin, de faire quelque chose qui était un peu plus engagé, donc quelque chose d'un peu plus loin. Et bah, ça s'est déroulé en Asie centrale, donc il y a entre le Kyrgyzstan et le Tadjikistan en 2022. Une marche qui a été imaginée par des livres que j'ai lus d'explorateurs qui venaient bah, dans cette zone qui s'appelait avant le Turkestan et qui était le ventre mou dans le conflit entre les soviétiques et les Anglais. Du coup, il y a eu plein de récits de missionnaires qui sont partis, des missionnaires britanniques ou soviétiques qui sont partis dans ces contrées, qui sont revenus avec des écrits. Et dans ces écrits, je m'étais amusé à prendre des noms de cols, des noms de lieux et à les placer sur une carte. Et puis, naturellement, le projet, il est né, en fait, de passer par ces lieux. Et puis, au bout d'un moment, tu te dis, bah, pourquoi pas aller un peu plus loin, un peu plus loin. Et je me suis dit que je pourrais marcher, du coup, de l'Est kirghize, donc de Karakol, jusqu'à la capitale tadjik, Douchanbé. Et je trouve ça vraiment impressionnant parce que déjà, c'est pas des chemins qui sont indiqués sur des cartes récentes, de un. De Mm. deux, c'est aller dans des pays où j'imagine tu parles pas la langue, ni le russe, ni le Mm. kirghize, Mm. et aller dans une culture mais complètement différente. Mais après, c'est ce qui me motive aussi. Et c'est la volonté de partir seul. C'est une sorte de dépaysement et le fait d'aller seul au sein d'une culture qui est différente, ça permet vraiment de s'immerger dans la culture et j'ai l'impression que je décroche complet de mon mode de vie actuel et que je me fonds dans un nouveau décor. Et moi, ça me plaît bien. Et puis, c'est la découverte, la curiosité bah voilà, de découvrir ce que mangent les gens, de découvrir ce qu'il y a derrière un col. Je pense que la flamme derrière, ça, si on peut l'appeler comme un appétit, c'est vraiment la curiosité de l'autre et du chemin aussi de comment je vais faire pour aller à ma destination. Et en demandant aux gens, en fait, avec les vieilles cartes soviétiques, tu arrives à te frayer un passage. Et, euh, et je suis passé sûrement par des cols qui sont sans doute plus empruntés, à part parfois par des bergers kirghizes ou tadjiks, mais sûrement pas par des touristes en tout cas. Et quand tu as formulé cette idée à tes proches,
Quelle était leur réaction pour ce projet-là? Pas de la surprise en tout cas, parce que D'accord. justement, il y a eu les trois projets avant. Oui. Donc, j'avais préparé le terrain. Il faut vraiment voir qu'il y a une sorte de progressivité entre mes marches. Que la première, voilà, on était en groupe. Que la deuxième, j'étais seul, mais pas très loin. La troisième, j'étais seul, un peu plus loin. Et là, la troisième, je suis seul, mais beaucoup plus loin. Et du coup, mes parents ont vu un peu comment je fonctionnais, à quel point je mesurais les risques, à quel point je faisais ça avec, comment dire, avec professionnalisme presque. Genre, une marche, je la prépare en Oui. fait. Je pars pas comme ça. Il y a de la préparation avant pour justement pour limiter les risques, même s'il y en a Mhm. toujours. Et je pars pas, voilà, me jeter dans la gueule du loup. C'est pas du tout ça. Oui, Et du coup, il y a une relation de confiance qui s'est créée, qui s'est tissée avec, avec mes parents et mes proches. Et bien sûr qu'il y a de la peur, bien sûr que, ouais, il y a du mouron, mais par contre, ils m'ont laissé aller et ils me poussent presque au final maintenant. Bah, ils vont pas, surtout, sûrement pas me mettre des bâtons dans les roues, hein, oui, parce qu'ils ont compris que j'étais animé par ça et que en plus je le faisais avec, avec sérieux. bien Donc, sûr. et puis moi, pareil, je mesure aussi la peur que je peux créer chez mes proches et je respecte beaucoup ça. Donc, je vais essayer de ne pas prendre de risques. Il y en a toujours, mais comme je suis tout seul, je sais aussi que s'il m'arrive quelque chose, je suis mal barré. Donc, en fait, je fais tout pour qu'il ne m'arrive rien. Et puis, dès que j'ai possibilité de donner des nouvelles, je donne des nouvelles. Maintenant, ce qui est facile, c'est qu'il y a plein de matériel qui permet de donner des nouvelles depuis l'autre bout du monde. Alors qu'avant, à l'époque justement des écrivains, il fallait envoyer des lettres et c'était tous les mois et c'était la galère. Là, j'avais un petit appareil satellite qui permettait d'envoyer un message par jour à mes parents. Donc en Chouette. fait, ils savaient à n'importe quel instant où j'étais presque. Donc ça, même si on est à des kilomètres de la maison, ça, c'est assez, ça, ouais, ça apaise un petit peu. Et justement, est-ce que tu pourrais parler de tes préparatifs de ce grand voyage, s'il te plaît? Préparer physiquement, point de vue matériel, itinéraire, toutes ces choses-là. Alors physiquement, il n'y a pas eu de préparation dédiée à ce voyage parce que comme je suis moniteur de ski, accompagnateur en moyenne montagne, je suis toute l'année dans les baskets ou dans les chaussures de ski et je fais pas mal de sport, donc ma condition physique, elle est assez bonne. Après, c'est sûr que j'essaie de commencer la marche en faisant des petites journées et puis allonger au fur et à mesure pour que mon corps il s'habitue, il se rôde et pour pas qu'il y ait de blessures. Les blessures, souvent, ça survient parce que le corps, il est pas, la mécanique, elle est pas, elle est rouillée, quoi. Oui. Donc je fais attention à ça, mais il n'y a pas eu de préparation particulière. Par contre, il y a une grosse préparation sur l'itinéraire, et ça, c'est passé par, bah, déjà par les récits des, des missionnaires soviétiques, britanniques, ou des explorateurs comme Ella Maillard qui sont partis, des exploratrices du coup, comme Ella Maillard qui sont partis au début du XXe siècle au Kyrgyzstan. Et donc j'ai pris déjà ces informations dans ces livres. Je me suis aidé des vues satellites sur Google Earth, où on voit des traînées, notamment dans les prairies d'altitude, qui sont les traînées des troupeaux, que laissent les troupeaux, donc des traînées parallèles. Donc ça, je me disais, bah, ce col, il est emprunté par un berger, parce qu'on voyait très bien les traînées. Et puis le troisième outil, ça a été les cartes soviétiques, les cartes militaires soviétiques, parce que les soviétiques, sous l'URSS, ils ont cherché à maîtriser leur territoire, à le connaître, et ils ont tout cartographié, donc ils ont envoyé des gens scanner le moindre relief. Donc il y a des cartes hyper précises qui Mhm. datent d'avant 1991, donc elles datent un peu. Mais par contre, je me disais que là où il y avait un chemin, c'était que quelqu'un était passé, donc je devrais pouvoir m'en sortir. Bon, c'est pas tout le temps le cas parce que il y avait des ponts notamment qui n'existent plus. Il y en avait qui étaient à cheval, donc pour traverser les rivières, c'est facile. Au Kyrgyzstan notamment, tout est fait pour le cavalier et pas du tout pour le piéton. Oui, Donc oui, il y a plein de rivières où il n'y a pas de pont parce qu'en fait les gens passent à cheval. Et par contre, le piéton, bah, il galère quoi. Donc souvent, ça m'est arrivé d'attendre un cavalier pour monter avec lui sur le cheval d'accord. pour pouvoir traverser, quoi. T'attendais longtemps sur place avant de Non, voir. il y avait tout le temps du monde en montagne. Ça je l'avais pas réalisé, mais en fait, au Kyrgyzstan, il y a quand même une culture donc du Jailo. Le Jailo, c'est l'estive d'altitude, c'est le campement nomade où la famille va se retrouver pendant les mois d'été bah, pour faire pâturer les bêtes, pour produire des produits à base de lait qu'ils vont vendre dans les supermarchés notamment. Donc c'est aussi une source de revenus de monter au J-Lo. Ils font des petits fromages qui s'appellent les kolots, qui sont des fromages durs et salés qui se conservent super longtemps et c'est une friandise au Kyrgyzstan. Ils font du lait de jument fermenté, le koumis. Ils font
Ils font une sorte de fromage blanc fermenté, l'ayran, ils font plein de choses qu'ils vont après notamment vendre. Et puis c'est aussi un moyen pour eux de ce que j'ai compris, de renouer un peu avec leur culture. Parce que dans le temps, au Kyrgyzstan, c'était la vie en yourte toute l'année. Et depuis la période soviétique, où il y a eu une sorte de sédentarisation des Kirghizes, les gens essayent maintenant de revenir à la steppe, de revenir avec la yourte. Et donc, en fait, il se trouve qu'il y a des points blancs, donc des yourtes, de partout dans les steppes kirghizes. Et j'ai rarement passé une journée sans croiser quelqu'un. Et là où il y a quelqu'un, bah, ça veut dire qu'il y a potentiellement à manger, qu'il y a de l'eau, qu'il y a potentiellement de l'aide pour trouver son chemin, pour traverser une rivière. Et voilà, ça m'est arrivé des jours de passer 6 campements par jour, d'être invité du coup 5, 6 fois par jour Oui. à déguster les mets locaux et à finir repu après avoir mangé à satiété des produits laitiers. Oui, c'est sûr, il y a vraiment cette culture d'hospitalité au Kyrgyzstan, de toujours inviter à Ouais. table. C'était dur de passer devant une yourte Oui, sans me faire inviter, où en fait la personne dans la yourte se mettait sur le pas de la porte. Me voyant arriver surprise, la personne gesticulait en faisant le moulinet avec le bras pour me dire bah, viens, viens, viens. Et la personne se retourne même sans attendre la réponse parce que c'est absolument logique que je vienne. Donc j'avais absolument pas le choix. Et, sauf que c'était ça à chaque campement et que des fois les gens ils réalisaient pas qu'en fait 1 heure auparavant je venais de passer déjà 1 heure avec des gens en train à boire du lait de jument et que là ils me remplissaient un nouveau verre mais ouais c'était chouette. C'était chouette et puis moi c'était un moyen aussi de voir comment est organisé l'intérieur d'une yourte, comment on fait le lait de jument, comment s'organise une journée dans la steppe, que font les enfants, ce genre de choses. Et puis pareil, d'essayer, même si je parlais pas kirghize ni russe, avec le temps et justement le fait d'être seul, ça permet d'apprendre un peu la langue. Et j'arrivais à poser quelques questions. J'utilisais parfois Google Traduction et à comprendre justement ce que je disais, qu'est-ce qu'ils vont faire de ces produits laitiers, quelle est leur source de revenus, comment ils voient le retour au jello, qu'est-ce que ça leur apporte. Souvent, les réponses étaient que bah, ça apporte aussi une déconnexion, que la ville fait mal à la tête, que, que l'eau est polluée à la ville, alors qu'au jello, l'eau est pure, qu'il n'y a pas de téléphone parce qu'il n'y a pas de réseau, il n'y a pas d'électricité. Souvent, c'était plus dur pour les enfants que les parents, du coup. oui. Les enfants qui ont l'habitude de jouer sur le téléphone, et bah, ils étaient un peu plus passifs face à l'écran. Et, euh, et non, ouais, c'était chouette de voir tout ça. J'avais regardé ton film, du coup, Les Fils du Vent, et il y a un Ouais, moment où tu pars vraiment triste parce que tu as quitté une famille avec qui tu t'es super bien entendu. Et je trouve que ce moment, il est vraiment très touchant. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus, s'il te plaît? ouais, bah ouais. Alors, bah, c'était plutôt au début de la marche, où en fait, donc je suis parti traverser déjà le Kyrgyzstan. J'étais souvent au-dessus de 3 000 mètres d'altitude. Et j'avais très peur avant de partir parce que je voyais les images au satellite et j'avais l'impression que les paysages étaient immenses et que j'allais me retrouver seul dans ces paysages. Et donc ça m'écrasait déjà à l'avance. Et en fait, ce que j'avais pas réalisé, c'était que tous ces paysages étaient habités, peuplés par des campements et que les gens étaient si accueillants. Sur les 90 jours de marche, j'ai passé 50 nuits sous la yourte à dormir auprès des nomades ou des bergers. Et sauf qu'à chaque fois, chaque soir, c'est un échange souvent assez intensif où tu vas parler de ta famille, tu vas parler de ta vie, et puis Mm. tu vas aussi t'impliquer dans la vie sur place. Et là, cette fois-là, donc c'était plutôt au début quand je commençais à assimiler qu'il y allait avoir des rencontres tous les jours et que j'allais m'attacher à des gens tous les jours et que surtout j'allais me détacher de ces gens aussi tous les jours parce que la marche, en Oui. fait, j'avance. Donc, les rencontres, j'avais d'un côté, je réalisais, mais pas trop, que les rencontres, elles allaient être éphémères. Et les choses faisaient que, je sais pas, qu'il y ait les enfants, notamment au Jello, et que les enfants, ils venaient, ils jouaient avec moi, ils me montraient plein de choses. Il y avait vraiment un échange, que le fait de partir et de me dire que ces gens, je les verrai plus, j'ai réalisé ça à ce moment-là, quand on me voit en pleurs dans le film, c'est que je réalise que en fait tous les jours je vais me lier d'amitié et je vais donner de ma personne et eux vont aussi donner de leur personne chaque jour et pourtant le lendemain en fait je vais faire mes bagages et je vais leur dire adieu quoi. Et après j'ai appris peut-être plus à me forger une carapace entre guillemets ou après cet épisode qui a été douloureux,
je me suis dit qu'en fait, comment dire, que je gardais en tête qu'il y avait le départ le lendemain. Et que même si j'ai changé, je savais que ces personnes, je les reverrais plus, mais ça, je me le disais direct quand je rencontrais la Oui, personne, et ça a rendu la chose un peu plus facile. mm, Mais un peu plus facile, donc ça restait quand même bien difficile. sûr. Mais, mais ouais, mais après, j'y allais aussi pour ça, hein, cette oscillation d'émotions. Je trouve que s'il faut qu'il y ait des bas, il faut qu'il y ait des hauts, parce que sinon, ça serait tout plat. Et puis, c'est dans ces moments-là aussi, par ces émotions, pour le coup, là, par cette tristesse, que je me sens vivant. Et c'est la marche, en fait, qui me procure ces émotions. Alors, il y a des émotions de tristesse, il y a des émotions de jubilation, de peur, de souffrance, de, de panique, parfois. Mais en fait, voilà, nous, si on est humain, c'est parce qu'on ressent toutes ces émotions. Donc, les marches m'apprennent à être encore plus humain. Et est-ce que tu dirais que la marche, justement, ça t'a appris à composer avec toutes tes émotions, qu'elles soient dites Mm. entre guillemets négatives et entre guillemets positives? Bah, ça m'a appris à me connaître déjà, parce que je me connais très peu dans le pleur, notamment. Mhm. Euh, je me connais très peu dans la panique, alors que forcément, des fois, ça arrive un peu. Donc, tout ça, ça apprend forcément. C'est des exercices, en fait, pour gérer. Et donc maintenant, je sais, j'arrive plus à gérer tout ça, à savoir quand c'est vraiment extrême, quand c'est la limite, quand je suis plutôt en bas de l'émotion, etc. Mais ouais, c'est sûr que j'apprends à les accueillir, hein. Si je pars là-bas, et si je pars seul aussi, c'est pour être en absence de jugement le plus total et être le plus vrai dans mes expressions. Et en fait, je sais que si je pleure, il y a personne qui est à côté de moi pour dire quoi que ce soit. À part cette petite caméra au final. Mais Oui. sur le moment, il n'y a personne, donc je peux vraiment être moi-même. C'est hyper intéressant, je trouve, ce que tu dis. Bah, je suis sûr que j'aurais jamais, par exemple, j'aurais jamais craqué, j'aurais jamais pleuré si on avait été en groupe de quatre. Parce Ouais. que je me connais, je sais qu'il y a une sorte de réserve un peu Oui. qui est relative aussi peut-être à l'ego, ou j'en sais rien, mais Ou de la pudeur aussi, tout ouais, ou simplement. de la pudeur, ouais. Mm. Et le Oui. fait d'être tout seul, c'est que je peux y aller, quoi, dans toutes les directions, émotives, ouais. Super intéressant. Et justement, tu parlais des moments de panique. À quel moment ils sont arrivés notamment? Alors souvent, quand il y a de la panique, c'est hyper bref. Faut pas que ça dure. Sinon, s'il y a un moment de panique qui dure, c'est que je suis allé beaucoup trop loin dans la prise de risque. Mais par exemple, quand avec Aubin, on rencontre l'ours au Tadjikistan, forcément, sur le moment, mais ça dure pas longtemps, ça dure 5 secondes. Et quand tu vois Aubin en plus qui part en courant dans l'autre direction, il y a un coup de panique, il y a un coup où tu te dis là, ça peut mal tourner, mais ça dure pas longtemps. C'est pareil quand je me fais arrêter aussi au Tadjikistan, c'est pas de la panique, mais c'est un stress sérieux. Dans la Mm. mesure où tu sais qu'il peut y avoir des conséquences parce que tu es dans un pays que tu connais pas. Et là, je me fais arrêter, donc je fais une garde à vue au Tadjikistan avec des gens qui parlent que russe et qui comprennent pas trop d'où je viens, qui me reprochent d'être venu du Kyrgyzstan alors que la frontière elle est fermée. Alors que moi justement j'avais trouvé un subterfuge pour passer par l'Ouzbékistan et pour être en règle, mais sauf que c'était dur à expliquer en russe. T'as l'impression que la situation elle peut t'échapper, mais ça dure jamais très longtemps. Ou alors justement c'est qu'il y a un problème, quoi. Et juste pour remettre du contexte pour les auditeurs, c'est que au Kyrgyzstan, tu étais tout seul et au Ouais, Tadjikistan, tu as retrouvé ton ami Aubin. ouais, bah pas tout le Tadjikistan, mais j'ai marché disons 70 jours, donc j'ai fait peut-être 45 jours pour traverser le Kyrgyzstan et 25 jours pour traverser le Tadjikistan. Et sur les 20 derniers jours, il y a Aubin qui m'a rejoint pour faire les 3 dernières semaines à mes côtés au Tadjikistan. Aubin avec qui j'ai traversé le Népal en 2018, donc D'accord. que je connais très bien dans ce genre d'aventure aussi. Donc en Mhm. fait, il m'a rejoint, mais c'est comme si j'avais marché déjà avec lui avant parce que je sais très bien que lui, il est pas compliqué, qu'il peut dormir à la dure, qu'il peut manger des trucs pas très bons, qu'il va pas se plaindre et qu'il cherche aussi à se faire mal physiquement aussi, entre guillemets. Genre la souffrance physique, pour lui, c'est pas un problème et marcher 15 heures dans une journée, il y va, quoi. Et je reviens un petit peu en arrière quand tu disais que
tu pensais pas rencontrer autant de monde au Kyrgyzstan? C'est Mm. vraiment une question pratico-pratique. Comment tu as planifié tes réserves de nourriture quand tu savais pas que tu allais rencontrer du Alors ça, ouais, monde? ça, j'ai préparé. Je pensais que les montagnes seraient beaucoup moins peuplées. Au final, ce que j'ai découvert, c'est les campements de nomades qui sont là que pendant 3 mois à l'été. Donc sur les vues satellites, je les voyais pas, ces campements, parce que j'imagine que les photos ont été prises à d'autres moments que l'été. Donc ce que je faisais, c'était que j'imaginais que en montagne, je serais seul. Et j'essayais de placer de découper ma marche en tronçons entre des villages. Donc ça, par contre, je les voyais sur les vues satellites. Donc j'avais mon village de départ. J'avais repéré un village qui était environ à 300 kilomètres. Donc en fait, la première tronçon, il y avait 300 kilomètres sans village. C'était le plus long, le plus long tronçon, où là, je me suis dit, bah, je peux pas porter 300 kilomètres de marche, donc 300 kilomètres de nourriture, pardon. Donc j'ai pris, je sais que je marche environ 30-40 kilomètres par jour. Ça me mettait 10 jours de marche. Je pouvais pas porter 10 jours de nourriture. J'avais pris 6-7 jours de nourriture avec moi. Et puis je m'étais dit, on m'a parlé des nomades. Peut-être que je rencontrais des gens en montagne et on verra. Et au pire, peut-être que je mangerai beaucoup, je réduirai mes rations. Ça a été la fois la plus, qui m'a demandé le plus de logistique. Le reste du temps, j'avais découpé ma marche pour être environ à maximum 5 jours de marche entre les villages. Et 5 jours, en fait, je peux très bien les porter dans mon sac. Et bon, il se trouve qu'au final, sur 5 jours, je pouvais porter qu'un jour de nourriture parce que Ouais, j'étais invité tous les jours chez des gens. Mais ça, je pouvais pas le prévoir à l'avance. oui. Donc au début, j'achetais 5 jours de nourriture. Puis au fur et à mesure, je savais que j'allais rencontrer des gens, donc je prenais de moins en moins. Ça permettait d'alléger mon sac à dos. Mm. Et c'était quoi comme nourriture? Vous voyez dans le film manger des nouilles chinoises. Ouais. Il y avait quoi Alors, d'autre? ouais, je prends beaucoup de nouilles chinoises parce que les nouilles chinoises, ça se mange donc avec de l'eau chaude, comme on connaît. Ça peut se manger avec de l'eau froide et ça peut se manger cru aussi, comme des biscuits apéro. Donc ça se mange dans tous les cas et puis ça se trouve un peu partout. Donc ça, j'en avais pas mal, ça prend pas de place. Et puis après, j'avais quelques lyophilisés, mais bon, c'était sur le début de ma marche. J'avais des bars, ils ont pas mal de sneakers, de choses comme ça, là, de barres de chocolaté, donc j'avais acheté ça et des fruits secs, et puis du pain. Le Kyrgyzstan est une terre de pain, ça je savais pas aussi. J'étais très content, grand amateur de pain que je Oui. suis. Bon, c'est pas la même forme, c'est pas la baguette, mais il y a beaucoup de pain au Kyrgyzstan et ça se conserve longtemps. Puis j'ai tellement mangé de pain dans ma vie que maintenant je pense que je peux me nourrir uniquement de pain. Donc il y a des jours où je mangeais que du pain avec du miel, pas mal de miel aussi au Kyrgyzstan. Donc Ouais. je prenais une bouteille de coca, je mettais un demi-litre de miel dedans et avec du pain, ça me pouvait me faire des repas. Ouais. Du coup, tu parlais aussi, enfin, tu as parlé de la panique. Est-ce que tu as eu peur à des moments? Enfin, j'ai en tête notamment le passage où ça grêle, où tu es tout seul Mm. au milieu de nulle part. Enfin, comment Mm. comment tu gérais ce sentiment de peur et de solitude à la fois? Alors, tous ces sentiments, en fait, un peu difficiles à outrepasser, je me rassure tout le temps en me disant que c'est passager et que ça dure pas dans le temps. Je sais que le froid, la peur, tout ça, au bout d'un moment, ça va se terminer et derrière, il va y avoir le soleil, c'est sûr. Et ça, c'est l'expérience des marches précédentes. Donc, je m'accroche à ça. Je m'accroche aussi au fait que bah, c'est moi qui ai décidé de partir là-bas, que Mm. je savais très bien qu'il y aurait ce genre de moments et que j'y vais aussi pour ces moments. Donc, je m'accroche aussi à ça. Et puis non, il y a des fois où ça déborde un petit peu, notamment au début, là, dans l'Est kirghize, où j'ai vraiment traversé des immensités qui sont très grandes et surtout désertes. Il y a aucun nomade qui vit parce qu'il y a trop de vent. Et j'ai traversé ça pendant plusieurs jours, donc sans croiser personne, avec des grandes steppes à perte de vue. Donc, il faut s'imaginer des. En fait, tu vois la steppe qui se perd dans l'horizon, et toi, tu dois aller jusqu'à l'horizon. Mm. Donc, tu marches comme ça et t'as pas l'impression d'avancer parce que tu vois pas le paysage défiler. Il y a personne avec qui discuter. Et puis, les éléments sont hyper hostiles. Il y a du vent, il y a de la grêle, il y a des marécages. Donc là, ça a été un moment un peu dur où je me suis dit, il faut pas que toute la marche soit comme ça. Parce que quand j'ai vu que ça durait 1, 2 jours, faut pas que ça soit comme ça pendant 90 jours parce que là, j'arriverai pas au bout. Et je suis arrivé dans une vallée, j'ai rencontré des gens et puis là, ça a tout changé d'un coup et, Oui. et, euh, et ça a été très ponctuel. Donc en fait, ça confirme le fait que rien ne dure, quoi. Dans la difficulté, rien ne dure et que
et que c'est qu'une alternance de difficultés, de moments faciles, de difficultés, de moments faciles. Hmm. Et il n'y a pas de moment facile s'il n'y avait pas une difficulté avant. Il faut qu'il y ait vraiment un... Après avoir passé voilà, plusieurs dizaines de jours à marcher seul, à rencontrer des gens d'une autre culture, qu'est-ce que ça t'a fait de retrouver ton ami Aubin au Tadjikistan? Alors, c'était sentiment mitigé. Non, de le retrouver, forcément, un grand plaisir. Tu parles français, il me ramène du fromage de brebis des Pyrénées. Et puis, c'est Aubin. Donc, Aubin, genre, j'ai déjà vécu des choses très fortes avec lui. J'aime beaucoup partir à l'aventure avec Aubin parce que justement, on a vraiment la même vision du truc. Donc, en fait, souvent, je dis que je peux marcher seul avec Aubin parce que on a tous les deux le même tempérament. On peut ne pas parler pendant longtemps, on peut marcher avec de l'espace. On n'a pas besoin de se concerter pour se dire qu'on va dormir là, qu'on va manger ça, etc. Donc non, j'étais très content de retrouver Aubin, surtout que je me lançais dans une section qui était un peu hasardeuse. Et par contre, je redoutais que la venue d'Aubin freine les ardeurs des locaux à mon égard, notamment des invitations, de la curiosité que je suscitais, etc. Et en fait, pas du tout. On a été, donc c'était au Tadjikistan et je me souviens, Aubin, il m'a rejoint, on a commencé à marcher et dès le premier jour, à 9 heures du matin, on est arrivé dans un champ, il y avait des Tadjiks qui fêtaient un anniversaire et qui venaient de faire cuire une brebis. Et là, on a dû rester ici pendant 1 heure. Aubin, il a halluciné. Moi, ça m'étonnait pas du tout parce que c'était Oui. ce que je vivais depuis longtemps. Aubin, il a halluciné. Quand ils nous ont fait manger tous leurs trucs et puis qu'en partant, ils nous ont donné un sac plastique avec plein de nourriture en plus pour la route et que j'ai dit à Aubin, bah, tu vas voir, ça c'est souvent comme ça. Là déjà, ça m'a rassuré que, en fait, que ça changeait rien, qu'Aubin soit là et qu'il y aurait toujours cette fréquentation avec les gens. Ouais. Et que justement, il y a, à deux, je pense que ça ne crée pas encore la barrière comme ça Mhm. avait pu la créer peut-être à quatre au Népal. Ouais. Et c'est au Tadjikistan que tu as aussi perdu tes lunettes Ah sans ouais, ça lesquelles c'est tu une peux longue rien histoire. Ouais. voir, non? Ouais. Alors j'ai des lunettes de vue et donc sans mes lunettes, je vois à 2 sur 10. Et il se trouve que là, dans la marche, donc j'avais mes lunettes de vue, j'avais aussi des lunettes de soleil à ma vue, catégorie 4. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont très protectrices pour les rayons du soleil. Elles sont très sombres. Et je les mets la journée, parce qu'il fait souvent soleil dans ces contrées. Donc là, c'était au Tadjikistan. Grand soleil toute la journée, à des altitudes assez hautes. On passait d'école à 3800. Donc toute la journée, j'ai mes lunettes de soleil et je mets mes lunettes de vue dans mon sac à dos, dans une poche extérieure. Et voilà, la fin de journée arrive, le soleil se couche. Donc le moment où le soleil se couche, il faut bien comprendre qu'avec des lunettes catégorie 4, quand il n'y a plus de luminosité, on ne voit plus rien. Donc je change de lunettes, je veux prendre mes lunettes de vue. Et là, catastrophe, mes lunettes de vue ne sont plus dans la poche de mon sac à dos, donc elles sont tombées de la poche de mon sac à dos. Donc le truc, c'est que bah, sans mes lunettes de vue, je vois rien. Qu'avec les lunettes de soleil, ça peut le faire la journée, mais par contre le soir, quand je mange le soir, du coup, on allait manger avec un berger et il a passé la soirée à me demander d'enlever mes lunettes de soleil parce qu'il ne comprenait pas pourquoi j'avais mes lunettes de soleil le soir. Donc, je me suis posé la question, soit je continue, il me restait 15 jours de marche, soit je continue sans mes lunettes de vue. Du coup, de l'inconfort. La journée, ça va, mais le soir, je ne pouvais pas écrire mon carnet, je ne peux pas avoir mes lunettes, ça me crée des migraines. Donc, soit ça, soit je refais l'étape qu'on vient de faire avec Aubin pour partir à la recherche de mes lunettes. Donc c'est la décision que j'ai choisie. Aubin, il reste dans un petit village. Et le lendemain, il y a quelqu'un avec un véhicule qui me ramène. Il y avait une route qui faisait le tour de la montagne pour me ramener au départ de l'étape qu'on venait d'effectuer la veille. Et déjà, bah, péripétie, c'est que sur ce trajet en route, on prend un militaire en stop, qui est le militaire qui contrôle mon passeport, le militaire tadjik, qui réalise que je viens du Kyrgyzstan alors qu'à ce moment-là, il y avait des gros problèmes entre le Kyrgyzstan et le Tadjikistan et la frontière était fermée. Donc des problèmes liés à la distribution des ressources, notamment de l'eau dans la plaine de Fergana, donc les plaines agricoles. Il n'y avait pas de logique, ils ne comprenaient pas que je puisse arriver du Kyrgyzstan et que me retrouver au Tadjikistan. Donc là, je me fais arrêter, on m'emmène en garde à vue, etc. Jusqu'à ce que je me retrouve face au grand chef de la base militaire qui lui parlait anglais, qui comprend très bien ce que j'ai fait et qui finalement, après 3 heures, me libère. Donc je continue, je pars chercher mes lunettes et on était déjà en début d'après-midi. J'avais émis différentes hypothèses sur l'endroit où je pouvais avoir perdu mes lunettes. Il y avait un moment où la veille, on avait bu du thé avec un berger. Donc je m'étais dit peut-être que j'ai perdu mes lunettes dans le champ à cet endroit-là. Donc j'arrive après 10 km de marche, j'arrive à ce champ, il n'y a rien.
j'avais mis une autre hypothèse dans des buissons, on s'était faufilé dans des buissons, ça nous avait accroché le sac à dos. Peut-être que les lunettes, elles s'étaient accrochées à ce moment-là. Donc après 20 km de marche, j'arrive dans ces buissons et je trouve accroché au buisson ma paire de lunettes dans son sachet, qui en fait, il y avait une petite boucle dans le sachet des lunettes et la boucle s'est accrochée à une branche et les lunettes m'attendaient comme ça, pendues à un branchage. Et après 20 km de marche, du coup, j'ai trouvé mes lunettes et là, c'était un moment de jubilation extrême parce que je pensais pas du tout les trouver. En fait, je suis parti à la recherche en me disant, bah, comme ça, j'aurais pas de regrets. Donc, je les ai trouvés avec pas mal de sueur, un peu de chance. Et puis après, il m'a resté à rentrer. Donc, au final, j'ai fait 40 km en commençant la marche à 13 heures, quoi. Mais bon, je suis revenu avec mes lunettes. Parlais aussi d'école de 3 800 mètres. Euh, Ouais. comment ça se passait physiquement pour toi de grimper, de monter comme ça en altitude? Bah, le premier col, je l'ai passé le deuxième jour, il était à 3 900 mètres. C'était le col d'Alakul au Kyrgyzstan, au sud de Karakol. Et là, petite migraine, mais c'est normal, c'est l'altitude. Après, comme je disais, comme je suis moniteur de ski, accompagnateur en montagne, je suis acclimaté du fait de ma profession, comme je suis tout le temps en montagne. Après, c'est sûr que j'ai pas l'habitude d'être à 3 800 mètres, mais j'ai l'habitude d'être à 2 000 mètres quasiment. Donc ça, forcément, ça aide. Mais voilà, petite migraine au début, et puis à force, en fait, de passer l'école, de redescendre sur toute la marche, j'ai dû passer une cinquantaine de cols à 3 000 mètres. Oui. Donc il y a une acclimatation. Et au final, j'ai passé les plus hauts cols plutôt sur la deuxième partie de marche, à plus de 4 000 mètres. Et en fait, j'étais super bien acclimaté, donc pas de migraine, pas de mal de montagne, rien du tout. Après, c'est sûr que le souffle est plus court, que tu avances moins vite. Mais bon, ça fait partie du truc, ouais. Et quand tu tombes en haut d'un col à 4 000 mètres et que tu tombes sur un berger tadjik ou kirghiz qui se fume une cigarette à 4 000 mètres, tu te dis qu'on n'est pas tous fait pareil. Et est-ce qu'il y a eu des moments où c'était dangereux physiquement pendant le voyage? Dangereux, c'est-à-dire. Bah, que tu traverses un endroit où tu risques de glisser, puis de tomber de haut ou de te faire Hmm. emporter par une rivière, ce Bah, j'essaye type de danger. j'essaie d'éviter ces moments au maximum parce que justement, je suis Oui, tout seul. Donc, si je me fais emporter par une rivière, il n'y a personne qui va venir me repêcher. Si je tombe d'un rocher, il n'y a personne qui va appeler les secours. Donc, j'essaie de les limiter au maximum. Mais ça arrivait, forcément, ça arrive. Il y a eu des rivières qui étaient en crue, notamment l'après-midi avec la fonte des glaciers et que j'ai eu du mal à traverser. Alors, soit j'ai de la chance et je tombe sur des gens qui m'aident à traverser avec leurs chevaux, par exemple. Soit il y a une fois où j'ai dû descendre la rivière, il y avait un tronc d'arbre mort en travers de la rivière et je me suis accroché au tronc d'arbre pour traverser, euh, pour traverser le torrent, ça on le voit dans le film. Mais le moment peut-être le plus limite, ça a été un col au Kyrgyzstan qui s'appelle le col de Bevet, qui est à 4 300 mètres. C'était le point le plus haut de la marche. Et j'avais repéré ce col sur les cartes soviétiques. Et ils ont fait des cotations des passages, les soviétiques. Et la cotation qui était référencée pour ce col, me laissait penser que je pouvais le passer sans problème. Sauf que c'était pas du tout le cas. C'était un col qui était très abrupt, avec une grosse falaise à escalader et pris par mon élan et par la volonté de passer de l'autre côté, j'ai passé ce col, mais c'était un peu limite. Après, c'était pas limite d'un point de vue technique, c'était plus qu'il y avait des pierres qui tombaient sur les côtés parce qu'il y avait voilà, il y avait la glace des glaciers qui fondaient, il y avait des petits éboulements et le risque était plus de se prendre un caillou sur la tête qu'autre chose que de tomber, quoi. Mais ouais, ça a été le moment peut-être le plus limite, mais il y avait ce risque, mais il a été mesuré, je prenais mon temps, j'assurais mes prises, en me disant vraiment au fond de moi qu'en fait, que j'avais pas le droit de tomber. Et des fois, il vaut mieux être seul et se dire ça qu'être à deux et que cette pensée, elle te traverse pas l'esprit, du coup, tu prennes des risques, alors oui, que même si tu es à deux, et ça m'étonnerait pas qu'il y ait plus d'accidents qui arrivent quand on est à deux que quand on est oui. tout seul, quoi. Et comment s'est passé le retour ensuite à la vie, je dirais, de tous les jours après 3 mois de marche comme ça en pleine montagne? Comment tu as Bah, vécu le retour? le retour maintenant, ça va. Le premier retour après le Népal, il a été super difficile parce que c'était le premier grand voyage. J'étais resté quand même assez longtemps dans le pays, j'étais resté 6 mois. Donc il y avait eu une déconnexion. Je n'avais pas réalisé qu'il y avait ce retour. Et quand voilà, j'ai été retrouvé face à mes obligations, ça a été difficile parce que j'avais déconnecté complètement de la réalité. Et j'ai mis très longtemps à atterrir de ce voyage au Népal. Mais par contre, je m'appuie sur cette expérience pour maintenant me dire, pour garder un pied dans la réalité et me dire que dès le début et tout au long de ma marche, attention, il y a le retour derrière.
garde-le en tête. Et le fait après de faire un film, d'organiser des projections, de trier les images, les vidéos, les photos, d'enregistrer un podcast, par exemple. Et ben, mine de rien, c'était en 2022, mais là, on est en 2024. Et en fait, j'ai toujours un pied dans le projet. Donc, le retour, il est moins brutal dans la mesure où je continue à faire vivre ce projet par l'intermédiaire d'échanges, de films. Et ça lisse un peu ce retour. J'ai toujours un peu la tête là-bas, quoi. Parce qu'au retour du Népal, ça s'est manifesté par un gros coup de blues. Comment ça s'est passé? Non, j'étais pas déprimé ou quoi. En fait, je pense que c'est pas tant la marche au Népal qui a eu cet impact sur moi. C'était plus qu'il y a eu 3 mois de marche et qu'après on a fait 3 mois dans une école à Katmandou. Mm. Et du coup, pendant 3 mois, bah, tu tisses des liens avec les personnes, tu restes avec les mêmes personnes. Et le fait de quitter ces personnes, ça m'a fait un peu comme quand dans le film là, quand je pars de la yourte. Sauf que là, c'était des personnes avec qui j'avais passé du temps pendant. Voilà, j'avais passé 3 mois de vie à vraiment voir dans quelles conditions qui sont souvent difficiles ces gens vivaient et que je les quitte. J'avais l'impression d'abandonner ces personnes en fait et puis je prenais conscience aussi que le monde était grand, il y avait plein de gens partout et que en fait que les gens allaient continuer leur vie de leur côté et moi de mon côté aussi et que tout ce qu'on venait de vivre ça appartenait au passé maintenant et voilà que maintenant chacun voguait vers sa vie commune. Et ça, je trouvais que c'était assez dur en fait, j'avais du mal à tourner la page. Et la page, je l'ai tournée peut-être 2 ans après. Quand je suis reparti marcher, à partir du moment où je suis reparti marcher, ça m'a aidé aussi à tourner la Ouais. page, à me lancer dans d'autres projets. En fait, un nouveau projet, il vient aussi et ça m'aide à tourner la page du projet précédent, quoi. Et tu dirais quelle a été la plus grande leçon de cette marche au Kyrgyzstan pour toi? Ça revient un peu à ce qu'on disait au début sur l'acceptation. La plus grande leçon de mes marches, c'est vraiment un gain de sérénité dans ma vie de tous les jours parce que j'ai l'habitude dans ces marches de faire face à des obstacles. Alors maintenant, je fais un parallèle avec les obstacles que je rencontre tous les jours et, et j'arrive à pas me, ouais, j'arrive à aller de l'avant, quel que soit l'obstacle, et à me dire que ça fait partie de l'aventure, mais de l'aventure avec un grand A, quoi, pas l'aventure de la marche, Oui, l'aventure de la vie, quoi. Ça fait partie de tout ça. Et qu'en fait, il faut aller d'obstacle en obstacle, et que c'est le cas pour tout le monde. Et qu'en plus, que s'il n'y avait pas ces obstacles, des fois, je remercie la vie pour l'obstacle qu'on m'envoie, parce que je me dis que s'il n'y avait pas cet obstacle, je ne découvrirais pas ça sur moi. S'il n'y avait mm. pas cet obstacle, ça ne m'aurait pas emmené à prendre cette décision. C'est justement comme ça que j'arrive à prendre du positif, ou du moins du constructif en tout cas. Souvent, quand je dis, j'ai plusieurs fois présenté le film à des scolaires et des primaires, et je leur dis, mais en fait, il peut y avoir quand vous vous lancez dans quelque chose qui vous fait un peu peur, qui vous sort un peu de votre zone de confort, il y a deux issues possibles. Soit vous arrivez au bout de votre objectif, et dans ce cas, vous êtes hyper fier de ce que vous avez accompli, soit vous n'y arrivez pas, parce que vous butez contre quelque chose, mais en fait, parce que vous aurez buté, vous allez vous rendre compte vous allez apprendre quelque chose sur vous, vous allez découvrir pourquoi vous avez buté, et ça va peut-être ouvrir la porte vers un truc, un objectif insoupçonné qui vous correspondra plus. Et en fait, du coup, c'est tout le temps positif. Que vous arriviez à votre objectif ou que vous butiez, c'est tout le temps positif. Et de cette façon, en fait, il y a tout intérêt à se lancer dans quelque chose qui nous dépasse un petit peu. Oui, Donc, euh, donc moi, pour moi, ce qui me dépasse un peu, c'est les marches que j'entreprends. Pareil, moi, je stresse avant de partir. Je suis humain, donc j'ai l'impression, je me pose la question si cette marche, ne va pas m'écraser. Là, typiquement, j'aimerais bien repartir en Himalaya. Et je suis à un moment où j'ai du mal à prendre le billet pour aller en Himalaya parce que je sais très bien qu'au moment où j'ai pris le billet, ça y est, je suis lancé dans le truc. Mais ça me fait peur, en fait, ce truc. bien sûr. Mais comme ça m'a fait peur avant de partir en Asie centrale. Mais en fait, voilà, au pire, au mieux, j'y arrive. Au pire, et au mieux, entre guillemets, j'y arrive pas. Donc il y a du bon tout le temps. Ouais, et puis moi, c'est la marche, c'est l'aventure, mais faut vraiment que faut que les gens ils voient. Moi, ça me correspond. L'aventure, je la conçois sportive, en montagne, etc. Mais l'aventure, ça peut être autre chose. Ça peut être écrire un livre, ça peut être
créer son entreprise, ça peut être l'aventure. En fait, c'est un terme hyper général. Ça définit juste quelque chose qui n'est pas totalement prédit et dont on ne connaît pas aussi l'issue à l'avance. Oui, complètement. Et c'est la vie en elle-même en général, parce Ouais, qu'on la vie en elle-même, ouais. Mhm. on ne sait pas ce qui nous arrive et j'ai l'impression que tu as vraiment cette vision de aussi, je ne sais pas forcément ce qui va m'arriver, je ne sais pas à quelles circonstances je vais vivre, dans quel contexte, je ne peux pas le contrôler. Donc, Mhm. et la seule chose sur quoi je peux avoir de l'emprise, c'est ma perception des choses, c'est ma perception Mhm. des situations et autant Mhm. avoir de Ouais. l'impact là-dessus. Enfin, je peux pas contrôler ce qui va arriver. Par contre, je peux contrôler ma réaction face à ce qui arrive. C'est ça. Et, et cette réaction, c'est à 100% bénéfique si cette réaction, elle est à l'inverse du figement et de se morfondre. Il faut continuer à aller de l'avant. Mais ça, c'est un choix à chacun Oui. de la façon avec laquelle on réagit face à une difficulté. Mais Mm, on a la main là-dessus quand même. Et complètement. après, moi, ce qui m'aide à avoir la main là-dessus, c'est que je sais les conséquences et que les conséquences vis-à-vis de mes différentes expériences. Et que souvent, en fait, la conséquence, elle est positive et puis elle est surtout pas très importante. Souvent, on fait des montagnes, des petites choses, en fait. Oui. Et que maintenant, je me rends compte qu'il y a peu de choses qui sont très importantes. Et alors que, voilà, que je passe l'obstacle ou pas, ça ira, quoi. J'ai l'impression aussi que tu as vraiment cette notion de responsabilité personnelle vis-à-vis de toi-même, Mm. de faire certains choix et de les faire consciemment et de s'y tenir, comme par exemple de voir du positif dans quelque chose de compliqué ou de Mm. pas se laisser submerger par une situation compliquée. Ouais, non, mais oui, c'est ça, ouais. Il y a une phrase qui me revient souvent, que je me répète des fois. C'est Alexandre Jolien, donc c'est un écrivain, il me semble, il est suisse, qui écrit un livre, Vivre sans pourquoi, où il y a une phrase hyper simple, c'est tout est en ordre ici et maintenant. Et des fois, je me la répète, même sous l'averse ou sous la grêle, je me dis tout est en ordre ici et maintenant. Parce que ça m'aide aussi à me dire, bah, c'est comme ça, de toute façon, je ne peux pas changer le cours des choses. Donc c'est comme ça, maintenant, c'est juste à moi de décider si je m'arrête à l'abri dans une yourte, si j'essaye de nourrir des pensées positives, ou alors si à l'inverse, je me morfonds et je pleurniche, quoi, entre guillemets. Non, c'est une très belle leçon de gestion de son mental et de ses émotions. C'est impressionnant. T'as quel âge? J'ai 28 ans. 28. Ouais. Dans une semaine, j'ai 29. Et du coup, pour ta 29e année, t'as dit, t'as le projet de partir au l'Himalaya? Ouais, ouais. Ouais, j'ai le projet. Là, il faudrait que je tourne la caméra, mais il y a la carte du Népal ici, accrochée au mur. Ah oui, d'accord. C'est préparation à fond, Comme là. ça. Là, comme ça, tous les jours, je peux regarder un petit peu la carte. Ça commence souvent, un projet, ça commence par une carte parce que tu prends ton doigt, tu Oui. regardes, tu caresses les reliefs et tu as envie d'aller là, tu as envie d'aller là. Ça nourrit une idée, ouais. Et bah, l'idée, ça serait aussi de revenir voir les gens que j'ai rencontrés du coup au Népal quand j'ai passé 3 mois à l'école. Et ça me rassurerait aussi et ça me ferait plaisir de me dire qu'en fait, que je leur ai pas dit adieu quand je suis parti et Oui. que je vais les revoir. Et puis, je sais pas, je nourris une relation forte avec les montagnes d'Asie parce que ça a été l'arène pour les explorateurs, que ce soit les explorateurs plutôt à l'horizontale, donc on fait des grandes traversées, ou alors plutôt à la verticale comme les alpinistes. Donc il y a plein d'histoires, il y a plein de... Et moi, je me nourris un peu de ça. En fait, j'ai l'impression que je joue aussi à l'explorateur et que voilà, j'étais pas à l'époque où il y avait les cartes, les taches blanches sur la carte. Mais je peux quand même aller dans des coins où il n'y a pas trop de monde qui sont allés. Et ça me plairait vraiment de traverser. Bah, c'est assez logique. La chaîne de l'Himalaya, elle est assez logique. Moi, elle est un peu longue, elle fait 5 000 kilomètres. Mais ça me plairait Oui. de tout traverser. Donc, ouais, l'idée, ce serait au moins de traverser une première partie cette année. On verra si j'arrive à prendre mes billets. Ça, c'est juste Je t'ai la donné une force date mentale que ça me demande. C'est le plus dur, en fait, c'est de se ouais, lancer. de passer à Après, l'action. ouais, et c'est souvent que j'ai mes peurs avant la marche parce que je lis des trucs sur Internet, parce que je m'imagine des situations. Et souvent, par contre, quand tu es dans tes baskets, quand tu es sur le moment,
quand tu es maître, quand t'es dans l'instant, et bah, beaucoup moins de stress parce Mm, que tu as une action sur ce que tu es en train de faire. Et souvent, tu imagines des choses plus dures aussi qu'elles le sont. mm, Donc voilà, mais en fait, maintenant, ça me rassure aussi de me dire que j'étais passé exactement par le même état d'esprit avant l'Asie centrale. Et l'Asie centrale s'est très bien déroulée. mm. En fait, c'est pareil, quoi, là. Et là, ça durerait combien de temps? Ça serait entre 3 et 4 mois. 3 et 4 mois. Mm. Et tout seul. Ouais. Ouais, bah le noyau du projet tout seul, après, comme en Asie centrale, je me laisse ouvert pour que Oui, quelqu'un que je connaisse me rejoigne, oui. mais le noyau tout seul, parce que c'est comme ça que je conçois la marche, ouais. Du coup, tu sais pas encore quand est-ce que tu prendras tes billets. Tu t'es pas fixé une Non, date. mais non, non, je sais pas encore. En tout cas, ça serait. Mais bon, ça se concrétise de plus en plus dans ma tête, ouais. Mais Oui. pour l'instant, je dis que c'est encore au stade de projet tant que j'ai pas pris mes billets, ouais. Et pour ton film, Les Fils du Vent, où est-ce qu'on peut le voir? Alors, donc le film, il va être projeté dans pas mal de festivals à la fin d'hiver, Mhm. notamment dans le Jura, le 15 mars à Lons-le-Saunier, le 16 mars à Saint-Étienne, le 22-23 mars du côté de Grenoble au Fontanil-Cornillon, le 23 mars à Avignon. Et après, de toute façon, sur Instagram, donc à Jérém Bige, je mets à jour les dates. Ok. Et du coup, tu vas également documenter ton aventure à l'Himalaya. Oui, mais en fait, je trouverais dommage de vivre quelque chose comme ça sans pouvoir le partager. Alors, ça peut être par un film, ça peut être par un livre, ça peut être par, je sais pas, un diaporama, des photos. Mais oui, il faut qu'il y ait un contenu, ouais. Mm. Bah, en fait, mais même à titre personnel, je serais frustré de ne pas pouvoir y revenir. Là, ce qui est bien, c'est que je me dis que dans 20 ans, je peux très bien me replonger dans cette aventure en regardant le film. Et ça, c'est chouette, quoi. Après, Ouais, voilà, c'est frustrant parce qu'un film de 52 minutes, tu racontes pas 3 mois de marche, hein. Un résumé, quoi. Mais ça te rappelle des souvenirs. bien sûr. Et tu gardes la mémoire et tu peux partager aussi Ouais. ce moment important de ta vie, tout simplement avec des Mm. personnes qui te sont proches, Ouais, j'imagine. ouais, c'est sûr, ouais. Et puis le fait aussi de revenir dans des échanges avec les gens après les films ou des podcasts, je suis sûr, je pourrais pas citer là, mais dans ce podcast, je suis sûr d'avoir parlé d'anecdotes qui n'ont jamais été abordées, parce qu'en fait, tu m'as peut-être posé des questions que des gens m'ont pas posées, et c'est ça aussi la construction, l'intérêt d'avoir un contenu et d'échanger après avec les gens au Bien sujet sûr. de son aventure qui était solitaire, c'est que peut-être que les gens, ils peuvent venir bousculer un souvenir ou réveiller un souvenir plutôt, qui t'a peut-être qui a disparu dans ta mémoire, mais par contre, le fait que quelqu'un te sollicite là-dessus, ça permet de se replonger. Et en fait, d'une manière, en fait, à travers ce podcast aussi, moi, c'est un moyen de replonger dans De l'aventure et de revivre revivre ce moment. certains moments de cette aventure. Ouais. Bien Donc sûr. ça n'arrête jamais. J'ai Ouais. vraiment toujours un pied au Kyrgyzstan et au Tadjikistan. Ouais. C'est déjà arrivé dans des projections que un ou une Kirghize soit là pour regarder le film. Et, Ah bah euh, et oui, oui. souvent, il est bien reçu. Donc Ah ça fait bah plaisir. Qu'il soit carrément. bien reçu par un ou une Kirghize, ça fait quand même plaisir, en vrai. Bah moi, en tout cas, j'étais très émue et ça m'a énormément plu comme film et je trouve que ça serait également le cas d'autres Kirghizes. Et dernière question, vu que Ouais. c'est ton anniversaire là dans quelques jours, qu'est-ce que tu veux qu'on te souhaite pour cette 29e année? Un bon coup de pied au cul pour prendre mon billet C'est vu. d'avion. Ça marche. Ah ouais, comme ça, après, ça sera passé, c'est bon. Le plus dur sera fait. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que tu te prépares mentalement, ça fait le chemin dans ta tête et que ça va se faire, j'en doute pas. Et ben, j'espère, ouais. Merci beaucoup, beaucoup, Jérémy. Bah, merci à toi, hein, pour ton C'était temps vraiment aussi. hyper intéressant. Et pour tes questions réfléchies. Merci, Jérémy. Et puis, bah, à bientôt. Et Ouais. j'espère voir bientôt un nouveau film sur l'Himalaya. Ah bah ouais, 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 on verra bien. Mais sûrement qu'il y en aura d'autres, ouais. Sûrement, ouais. Et juste pour le film sur les Balkans, c'est Mm. pareil sur Internet, on peut le trouver quelque Ouais. part. Sur Internet, sur YouTube, on peut trouver le film sur les Balkans qui s'appelle Sur le fil des Balkans. Ouais, On peut trouver le film des Pyrénées qui s'appelle, pour être original, Sur le fil pyrénéen.
Ok, Et on peut même trouver le film en version courte, donc en version 30 minutes du Népal, qui s'appelle 400 lieues sur la Terre. ok, trop Mm. cool. Bah, je Par les contre, il regarde. faudra attendre un peu pour le film Fils du vent. Mais je suis en discussion là avec une plateforme de documentaires plutôt outdoor Ouais, qui il devrait être en ligne à partir de mars par là, sur ok, une trop plateforme. bien, trop chouette. Bon, merci beaucoup, Jérémy, encore, et puis à très vite. Bah ouais, merci, bonne soirée, à la Bonne prochaine. soirée et bon courage pour le travail. Ouais, merci, Pétri.